Cette fusion, c'est du jamais vu. Fusion! Ok, stop. Là, faut que je m'explique. On a un tout nouveau rapport qui répond aux grandes questions qu'on se pose. Donc, quel avenir nous attend? Quelles sont les solutions au niveau mondial pour éviter les catastrophes? Ça s'appelle Earth for All, donc la Terre pour tous, et c'est la fusion de deux rapports historiques et essentiels. Le rapport Meadows, publié il y a 50 ans et dont l'équipe a modélisé l'avenir de l'humanité, et les 9 limites planétaires qui fixent les limites à ne pas dépasser pour assurer un futur viable. Eh bien, je vous propose un résumé complet du tout nouveau rapport. Alors pourquoi je dis que c'est une fusion? Parce que dans l'équipe de scientifiques, on a Johan Rockström, auteur principal sur les 9 limites planétaires, et Jürgen Randers, qui est co-auteur du rapport Meadows, rapport dont on fête d'ailleurs les 50 ans. Donc, comme cadeau d'anniversaire du fameux rapport Meadows, eh bien, on a la mise à jour avec des modèles affinés. Vous allez voir, les résultats sont passionnants. Alors, il y a quelques méthodes avec lesquelles je suis pas trop d'accord. Je suis curieux d'avoir vos avis d'ailleurs. On en discute en fin de vidéo. Allez, en quelques secondes, on rappelle juste les bases du rapport Meadows. C'est l'histoire de scientifiques du MIT qui, en 1972, ont modélisé l'avenir, et ça en 3 étapes. Déjà, ils ont identifié les 5 systèmes majeurs pour l'humanité. L'agriculture, l'industrie, la population, la pollution et les ressources. Étape 2, ils ont quantifié les interactions entre ces 5 systèmes. Par exemple, un manque de ressources, ça provoque quelles conséquences sur la population? Et enfin, dernière étape, une fois toutes les interactions en place, ils ont fait tourner le modèle. Voilà le scénario principal. Donc avant les années 2000, tout se passe bien, la population augmente et on a plus de biens, plus de nourriture par personne. Mais tout ça cause 2 problèmes. Déjà, les ressources disponibles diminuent et la pollution augmente. Ce qui fait que toutes les courbes s'effondrent et on se retrouve avec moins de personnes sur Terre, moins de biens par personne, moins de nourriture par personne. Ça dans les décennies qui viennent. Bref, c'est la catastrophe. Pour une analyse complète, j'ai fait une vidéo dédiée, mais déjà avec ce mini résumé, vous avez tout pour comprendre le nouveau rapport, qui d'ailleurs répond à 3 grands problèmes du rapport Meadows. Déjà, on avait seulement des moyennes mondiales dans le rapport Meadows. Là, au contraire, on a un découpage en 10 régions du monde, donc les résultats sont beaucoup plus précis, et ça grâce à une puissance de calcul qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Ensuite, le rapport Meadows ne prenait même pas en compte le changement climatique dans les différentes pollutions. Vous avez bien entendu, le modèle de 1972 aboutit à un effondrement, même sans la menace qui paraît majeure de nos jours. Aujourd'hui, on a bien plus de données scientifiques, et donc on peut rajouter au modèle le changement climatique, toutes ses conséquences, et faire de même pour les autres limites planétaires. Et enfin, on a une nouvelle idée que je trouve très forte, qui est de remplacer l'indicateur de base, donc le PIB, par un nouvel indicateur. Et c'est sûrement ça le point le plus important, parce qu'on entend souvent que le PIB a plein de défauts, ça ok, la critique est facile, mais c'est beaucoup plus difficile d'être force de proposition. Leur idée, c'est de revenir aux fondamentaux, et donc leur indicateur, c'est tout simplement le bien-être global, donc en quelque sorte, le bonheur par personne. C'est cet indicateur qu'il faut maximiser dans le futur. Et là, je vois à des kilomètres la réaction de certains à travers l'écran. Non mais sérieux, qu'est-ce que c'est que cet indicateur complètement bullshit? Le PIB, c'est peut-être pas parfait, mais au moins c'est un critère objectif qu'on peut calculer. Non mais le bonheur, ça veut dire quoi d'ailleurs? On fait pas de la poésie ou de la philo. C'est qui ces gens qui font le modèle? Bon, je vous rassure, en fait, le bien-être global est calculé de manière hyper rigoureuse. On observe en fait que dans tous les pays, le bonheur dépend du PIB par habitant, ça ok, mais aussi de 4 autres facteurs. Ça dépend des services du gouvernement, donc à quel point les institutions sont utiles à tout le monde, par exemple pour la santé, l'éducation. Ensuite, le niveau de pollution environnementale, avec toutes les pollutions qui sont prises en compte. Le bien-être, ça dépend aussi des inégalités, donc là on parle des écarts de revenus. Et enfin, dernier critère, l'espoir pour le futur. Donc, est-ce que le bien-être est en train d'augmenter ou de diminuer? On fait donc une moyenne pondérée de ces 5 facteurs et tous les détails du calcul sont bien sûr dispo en description. Et résultat, on a notre indicateur qui représente le bonheur par personne, qui est objectif et donc quantifiable. Alors, heureux? Ouais? Parfait, on passe à la suite. Maintenant, avec toutes ces évolutions, on reprend les 3 étapes de la dynamique des systèmes pour modéliser l'avenir. Étape 1, identifier les systèmes majeurs pour l'humanité. Bon bah ça, on garde les 5 du rapport Meadows, mais on rajoute le bien-être, qui est maintenant l'indicateur principal, et d'autres plus précis comme le rôle des banques centrales ou les tensions sociales par exemple. Et ensuite, on étudie comment chaque facteur varie dans le temps. Et pour illustrer ça, je prends une conférence TED de Johan Rockström. Voilà, c'est lui.
Ok, on fait un zoom sur ce qu'il est en train de présenter. Voilà, là ce qu'on a, c'est une analyse du passé qui remonte à 1980 pour être précis. C'est le pourcentage de personnes en sous-alimentation en fonction du niveau de vie, dans plein de régions du monde, représenté avec des couleurs différentes. On voit par exemple qu'à l'époque, en Chine ou en Inde, on était à plus de 25% de personnes en sous-alimentation contre moins de 3% aux États-Unis. Et maintenant, on fait avancer le temps jusqu'à aujourd'hui. On voit non seulement que les niveaux de vie ont augmenté et que la malnutrition a diminué, ça ok, mais le plus important, c'est que grâce à la forme que prennent les courbes, on a une bonne idée de comment les choses vont évoluer dans le futur jusqu'en 2050 dans chaque région. Et on peut faire le même processus pour l'évolution de la pauvreté, de l'espérance de vie ou pour l'éducation par exemple. Résultat, on a identifié les systèmes majeurs et on a une bonne idée de l'évolution de chaque système dans le futur. Mais attention maintenant, il faut prendre en compte les interactions entre ces différents systèmes. Voilà à quoi ressemble le modèle. Donc ça paraît fouillis, mais si on commence par exemple au PIB par habitant, on voit que plus il est élevé, plus on utilise d'énergie, ce qui augmente alors les conséquences du changement climatique, ce qui a un impact négatif sur le bien-être, etc. Bref, tout est lié. Et là encore, c'est qu'un schéma super simplifié. En un peu moins simple, ça donne ça. Et il faut bien garder en tête que chaque flèche représente une équation qui quantifie l'impact d'un système sur un autre. L'équipe a contacté des experts de chaque domaine justement pour faire cette quantification des interactions. C'est hyper impressionnant. Troisième étape est celle qu'on attend tous, les résultats. Alors on commence avec le plus mauvais, celui qui s'appelle trop peu, trop tard. De 1980 jusqu'à aujourd'hui, pas mal de courbes ont monté. La population en orange, mais aussi les tensions sociales en vert, les inégalités en rose et le changement climatique en bleu. Ce qui fait que le bien-être moyen, en gris, après avoir monté, stagne un peu et est en forme de vaguelette du fait d'une succession de crises. Et maintenant, que dit le modèle pour le futur jusqu'en 2100, toujours au niveau mondial? Ça. Une bonne nouvelle quand même, avec une baisse du nombre de personnes à faible revenu, mais beaucoup de mauvaises nouvelles. La population totale, elle, diminue, les inégalités augmentent, les tensions sociales restent à un niveau élevé, et le résultat qui nous intéresse peut-être le plus, le bien-être global diminue puis se stabilise au même niveau que 1980. Aucun progrès en 120 ans donc, en tout cas quand le progrès est représenté par ce nouvel indicateur, le bien-être commun. Mais il y a un deuxième scénario qui s'appelle le grand saut. Regardons les résultats. Bon, déjà jusqu'à aujourd'hui, on a exactement les mêmes courbes qu'avec l'autre scénario. Ça c'est normal parce qu'on ne peut pas changer le passé. Mais on peut changer le futur. Avec ce grand saut, le nombre de personnes à faible revenu diminue encore plus vite, le niveau de tension sociale et d'inégalité est plus bas que dans le scénario précédent, le réchauffement climatique est là, mais il est plus faible, et résultat de toutes ces bonnes nouvelles, le bien-être moyen monte en flèche jusqu'à sortir du cadre. Alors ça paraît bien sûr utopique, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont changé à leur modèle, et donc c'est quoi les solutions pour en arriver là? Alors il y a 5 grands secteurs qui sont mis en avant, on commence par les solutions classiques, avant de voir les plus novatrices. Première solution, la transition énergétique. Classique. Le rapport précise qu'il faut tripler immédiatement les investissements dans les énergies renouvelables, comme on le voit là, et donc de gros investissements aussi dans l'électrification et l'efficacité énergétique. Ça passe aussi par des décisions politiques courageuses à court terme, parce que le coût de l'énergie serait supérieur à celui du scénario moins aventureux, et ce pendant plusieurs dizaines d'années, avant d'être finalement rentable à long terme. Deuxième secteur, l'alimentation, et là, les propositions, c'est de nouvelles lois pour limiter drastiquement l'utilisation d'engrais qui sont à l'origine d'une des 9 limites planétaires. Ça passe aussi par d'autres lois pour arrêter l'expansion agricole, réduire les pertes et le gaspillage, et faire la promotion de nouveaux régimes alimentaires. Je parle de tout ça dans ma vidéo sur l'impact de l'alimentation. Troisième secteur, les inégalités, avec des lois pour renforcer les droits des travailleurs, et surtout une augmentation des impôts pour les plus riches, jusqu'à ce que dans tous les pays d'ici 2030, les 10% les plus riches ne représentent plus que 40% des revenus nationaux, et l'objectif c'est qu'ils représentent encore moins que 40% après 2030. Une proposition comme ça dans un rapport, c'est, je trouve, vraiment pas anodin. Quatrième solution, l'équité entre les sexes, donc de nouvelles lois pour l'éducation pour toutes les filles et toutes les femmes, et aussi l'équité pour l'accès aux postes de direction. Alors bien sûr, c'est hyper compliqué à mettre en place, surtout dans certains pays, mais c'est indispensable, et le GIEC mentionne aussi ce secteur dans le dernier rapport d'évaluation. Et dernier secteur, la pauvreté, avec des aides massives en milliers de milliards de dollars par an pour les pays à faible revenu. L'aide à ces pays est d'ailleurs un enjeu majeur des COP, mais l'objectif chiffré sur les aides n'est jamais atteint en réalité.
On voit que les aides existent aussi dans le scénario qui s'appelle trop peu, trop tard. Mais bon, ce serait, trop peu, trop tard. Le rapport est donc super bien fait, avec 5 solutions, un nouvel indice de bien-être qui est novateur, un modèle rigoureux. Mais alors, qu'est-ce qui me dérange? Eh bien, je vous réponds en comparant une dernière fois au rapport Meadows. Si on regarde ensemble la conclusion du rapport de 1972, on lit ça. Nous sommes franchement dépassés par l'énormité de la tâche à accomplir. C'est honnête, c'est courageux, c'est humble. On compare maintenant au nouveau rapport et on lit dès l'intro. Nous espérons que ce livre sera un guide de survie du 21e siècle. Ça fait tout de suite beaucoup plus spectaculaire et ils mettent ça aussi sur leur couverture avec guide de survie en majuscule, on dirait un titre de vidéo YouTube. En fait, leur grande frayeur, c'est de ne pas être lu, comme nous sur YouTube, c'est de ne pas être vu. Donc leur choix, c'est de mettre plein de paillettes pour capter l'attention des gens. Et ça se voit aussi dans leur modèle. Pour le rapport Meadows, on avait 12 scénarios, avec plein d'hypothèses différentes qu'on pouvait discuter. Là, par souci de simplicité, ils en ont mis que 2, comme ça c'est facile de faire la com. En gros, il y a le paradis et l'enfer, et tout le monde comprend le choix de société qu'on a à faire. On arrive donc à une période charnière. Soit les publications scientifiques sont trop compliquées, et personne ne les lit, dommage. Soit elles sont simplifiées, mais je trouve ça aussi dommage. Alors je suis obligé de respecter les 2 choix, parce que bon, il n'y a pas de solution miracle, mais à mon avis, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de vulgarisateurs scientifiques. Comme ça, on a les rapports les plus complets possibles, mais on a aussi les vidéos, les articles, qui expliquent simplement pour tous ceux qui veulent. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que si ça vous tente, lancez-vous dans la vulgarisation. De mon côté, je suis en train de penser à faire des vidéos sur d'autres sujets qu'en environnement, toujours autour des sciences, Donc si vous voyez une miniature de moi en astrophysique, paniquez pas, c'est normal. À ce propos, abonnez-vous, et si vous voulez une conférence de vulgarisation, mon mail est ici, et je le mets aussi en description. Cette vidéo a été réalisée avec le soutien d'Enerlys, opérateur global de la transition énergétique. Vous trouverez leur lien en description avec toutes les sources. Pour voir ma vidéo sur les 9 limites planétaires, vous avez juste à cliquer ici, et je vous dis à très bientôt.